Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous parlions de l'intuition, ou plutôt de ce que moi je vais appeler l'accès euh, à des bases de données, immatérielles. Ce ce qui m'a donné envie de vous parler de ça, c'est mon intérêt assez, assez important, assez présent concernant le sujet de l'ufologie. Moi, je me trouve dans le sud de la France et à quelques heures de chez moi, on trouve un lieu qui, en 2017, 2019, en 2012, attendez, parce qu'il y en a eu plein, il y a eu 2012, je crois qu'il y a aussi 2017, où c'était soi-disant la fin du monde. Et il y avait ce fameux mont de Bugarache, ou pic de Bugarache plus précisément, et on a vu apparaître ce fameux Christ cosmique Sylvain Durif, qui a été énormément moqué. Moi le premier, hein, je vous avoue qu'à cette époque-là, c'était quoi, 2017, c'était un peu après le lycée. C'était l'époque où il y avait encore l'émission What the Cut, pour les anciens qui connaissent. Et bref, on a vu apparaître ce fanfaron, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ce géant vert, voilà, on va l'appeler par son nom, Merlin, euh, qui se prétendait être un contacté, un abducté, et qui nous parlait de Bugarache comme d'un endroit extrêmement important, voire même central, euh, autour duquel graviteraient différents phénomènes, notamment liés à des vaisseaux, à des extraterrestres et à d'autres apparitions, d'autres entités, on va dire, par rapport à différentes mythologies, différentes traditions. Et bref, voilà. Tout le monde s'est moqué de lui parce que c'était quelqu'un de très farfelu, euh, qui a quand même, il faut le dire, hein, une apparence assez particulière. Euh, et voilà. Sa manière d'être, un peu trop directe, un peu trop euh, bizarre, décalée. Son poncho qui joue de la flûte en nous parlant d'apparitions de singes et de serpents dans son lit. Enfin bon, voilà, des choses comme ça. Je pense que vous connaissez tous Sylvain Durif. Et voilà, tout le monde s'est moqué de lui. Alors il y en a peut-être quelques-uns qui l'ont pris au sérieux. Et moi, le premier, j'en ai beaucoup rigolé, même aujourd'hui, même enfin récemment. Voilà, dès que je retombe sur des vidéos de lui, bon, je, je suis obligé de sourire parce que c'est quand même drôle. Et, euh, et avec le temps, je me suis rendu compte que ce dont il parlait, eh ben, étant enfant, il y avait quelques similitudes. Alors, moi, je vais vous parler de quand j'étais petit. Alors, je ne saurais pas vous dire exactement l'âge que j'avais, mais j'étais assez petit, je pense 6, 7 ans, 8 ans grand maximum. Euh, et je me souviens qu'avec mon père, sa compagne de l'époque et sa fille, enfin la fille de la compagne de mon père, on se baladait souvent euh, proche du Salagou. Pour ceux qui connaissent, le lac du Salagou, c'est un ancien volcan, c'est une terre très rouge. Euh, et euh, et à cette époque-là, je n'avais même pas connaissance d'Internet. J'ai eu un ordinateur un petit peu plus tard, vers mes 10 ans, et on n'avait pas Internet. On avait des disquettes, on avait des CD. J'avais Encarta. C'était mon Internet à moi. Voilà, ça se limitait à Encarta, mais c'était beaucoup plus tard. Et donc, à cet âge-là, je vous avoue que les sujets d'extraterrestres, de vaisseaux, de montagnes avec des creux à l'intérieur, des bases souterraines, parce que c'est ça, hein. On se rend compte que ce que décrit Sylvain Durif,
Un autre homme en a parlé, alors là je suis désolé, je n'ai pas son nom sous les yeux, je vais le chercher. Alors, une personne que j'ai découvert récemment et qui justement apporte beaucoup plus de détails concernant cette fameuse affaire du Bugarache, que l'on comprend après quelques simples recherches que ce mont, enfin ce pic, est connecté à d'autres lieux très emblématiques au niveau de tout ce qui va être un peu plus ésotérique, un peu plus spirituel. Donc c'est Dominique Mouni qui justement, il y a quelques mois, il y a à peu près 3 4 mois, a fait une intervention sur YouTube, enfin sur sa chaîne, où il raconte une expérience qu'il a vécue avec une de ses amies et d'autres phénomènes similaires qui ont été rapportés depuis à peu près les années 70, où effectivement il y aurait bel et bien quelque chose dans la montagne. Et c'est pour ça que donc il y a tout un secret autour de ce lieu et que ce lieu est vraiment, on va dire, très connecté à tout ce qui va toucher au monde de l'ufologie. Mais ça c'est pareil, avec beaucoup de recherches, notamment via la chaîne de Nurea, on comprend que le phénomène UFO, et ça c'était aussi une intuition que j'avais depuis très longtemps, mais je ne comprenais pas dans quelle mesure et pourquoi est-ce que c'était lié avec le milieu spirituel, même les religions. Voilà. On remarque qu'il y a des connexions, mais on ne comprend pas forcément pourquoi. En bref. Enfin bref. Donc il y a également voilà, Dominique Mouni qui parle de ce fameux Bugarache, qui serait une base souterraine à partir de laquelle il y aurait des communications ou voire même peut-être des décollages. En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre du mécanique, de la machinerie présent sur ces lieux. Et, euh, et, donc, euh, et donc, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que ce que décrit en fait Sylvain Durif, eh ben, c'est pas si fou que ça. Parce que le gars, de manière très maladroite, hein, je pense, hein, nous parle à la fois d'apparitions mariales et de différentes traditions. Merlin, le géant vert, la Vierge Marie, Jésus. Enfin, voilà, il y a quand même. C'est pas, tout n'est pas au même endroit. On ne trouve pas les géants verts ni Merlin dans la Bible. Euh, et pour autant, il fait tout à fait le lien entre tout ça, et pour lui, ça lui paraît tout à fait cohérent, et on comprend bien que tout gravite autour d'un élément central, d'un sujet central, qui est les ovnis. Les ovnis et ce fameux Bugarache. Et, euh, et au final, voilà, tout ça pour dire que bah, je me rends compte que ce qu'il raconte, c'est c'est pas totalement faux en fait. C'est même plutôt vrai par rapport à plein d'autres sources, plein d'autres témoignages. Alors, est-ce qu'il s'en est inspiré? Est-ce que c'est un fou qui pense que c'est vrai? Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment eu une expérience mystique et qui a vraiment eu accès à tout ça? Euh, Pourquoi pas? Je ne dirais pas non. Enfin voilà, je ne suis pas dans la vie de Sylvain Durive, je ne peux pas savoir ce qu'il a vécu ni comment. En tout état de cause, pour en revenir un petit peu à ce que je vous racontais juste avant, ça c'était un peu pour étayer mes propos par rapport à toute cette idée de base souterraine dans des montagnes avec des vaisseaux, eh bien, lorsque j'avais à peu près 7 8 ans, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, j'avais pas connaissance de tout ça. Sylvain Durif, je ne le connaissais pas. Dominique Mouni, je ne le connaissais pas. Il n'y avait même pas Internet à la maison. Je ne connaissais même pas l'existence d'Internet à cet âge-là. C'est beaucoup plus tard que j'ai pu le découvrir avec les Wi-Fi publics. Je me souviens, j'avais un vieil ordi tout pourri, j'essayais de me connecter sur Internet. Les cybercafés, là, c'était l'ouverture. Et j'ai commencé effectivement à faire mes recherches déjà tout petit, j'avais peut-être 10 12 ans. Je commençais déjà à chercher sur les ovnis. C'est un truc qui m'a toujours. Je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, c'est un truc.
qui a toujours résonné en moi. Et donc, je voulais vous parler d'un moment, en fait, de ma vie, de quelque chose qui s'est passé. Très court, hein, mais qui m'a vraiment marqué et qui a fait écho, en fait. Il y a tous ces sujets dont je vous ai parlé juste avant, en fait, m'a fait ressortir ce souvenir et je voulais vous en parler. Et, euh, et donc, oui, parce que aussi récemment, j'étais passé au Salagou avec mon père en voiture. Et je me souviens il m'a indiqué, il m'a dit, tu te souviens de ce tunnel? Et alors je me souvenais qu'on avait effectivement visité des tunnels qui s'étaient dit que c'était passé des choses, pas extraordinaires, pas du tout, hein, mais qu'il s'était passé des choses dans un tunnel où justement on était tous ensemble. Et il m'a dit, mais tu sais, on venait souvent dans ce tunnel. Et on aimait bien se balader tout autour et puis après visiter l'intérieur. Et c'est là que mon cerveau a reconnecté tout ça. Et c'est là que m'est revenu ce souvenir, qui n'était pas vraiment oublié, hein, mais que j'arrivais plus trop à situer dans le temps, ni dans l'espace, ni donner un lieu précis. Et, euh, et je me souviens qu'on était voilà, avec mon père, sa compagne et la fille de sa compagne. Euh, et, euh, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si j'avais reçu une information. J'en étais persuadé, hein, je sentais qu'il y avait, peut-être pas à cet endroit-là, mais qu'en tout cas, il y avait des choses cachées dans la roche, dans la montagne. Et je me souviens que je faisais que répéter à, la fille de la compagne de mon père, on va l'appeler N, je lui disais, mais j'étais gamin et en fait, je l'avais agacé avec ça. Parce que je disais, mais tu sais, là, au-dessus de notre tête, il y a des vaisseaux. Il y a des vaisseaux, là, au-dessus, dans la roche, dans la montagne. Il y a des gens qui cachent des vaisseaux et on peut y accéder. Il y a des moyens d'y accéder. Et il faut appuyer à certains endroits, sur certains cailloux, d'une certaine manière. Et je me souviens qu'à la fin, euh, à force de répéter ça, je ne sais plus qui avait pris l'initiative de prendre sur ses épaules N et lui dire bon allez vas-y on va vérifier si c'est vrai ou pas. Il faut que il faut que tu appuies sur le caillou qui est là que moi j'ai indiqué. Je dis mais c'est ce caillou là, c'est celui-là, il faut appuyer dessus. Et il l'avait pris sur sur ses épaules, je sais plus si c'est mon père ou sa compagne, et il lui avait dit bah vas-y fais-le, appuie. Et puis elle avait appuyé, il s'était rien passé. Mais j'étais persuadé qu'il y avait quelque chose de caché dans les montagnes. Pas toutes, hein, mais celle-là, je sais pas pourquoi, je ressentais le fait qu'il y avait quelque chose. Et pour moi, qui était comme un vaisseau. Alors peut-être que c'était autre chose, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressentais. Et j'ai toujours été persuadé qu'il y a des choses de cachées dans la montagne. Dans les montagnes, dans certaines montagnes, qui sont à des jonctions bien précises. Et pareil, je vous renvoie là vers la chaîne Nurea, qui encore récemment a fait, au moins vous avez vraiment de quoi creuser. Donc attendez, hop, je vais vous trouver tout ça. Je vous en ai parlé dans l'autre vidéo d'avant là sur les contre-feux artificiels. Euh, c'est la chaîne Nurea et c'est sur le Qualion. C'est un chercheur qui a justement sorti un livre là, il y a tout juste maintenant. Je sais plus où il est. Je vais vous retrouver ça. Vraiment, si vous ne connaissez pas la chaîne de Nurea, c'est une vraie pépite. Vraiment, pour moi, c'est l'une, voire la meilleure chaîne concernant tout ce qui est paranormal, ufologie, les secrets, les machins. Enfin, c'est génial. Comme là, ils sont en train de. Là, j'ai vu qu'ils ont préparé. Juste, je vous parle de ça parce que je viens de voir passer l'info là. Il y a un live à venir. Ah bah, c'est le 15-10-25 à 20h30 sur les mégalithes. Mégalithes et archétypes avec Éric Charpentier. Ça, je crois que ça va être pépite. Parce que les mégalithes, ça c'est pareil, il faut qu'on s'y intéresse. C'est nos ancêtres, c'est notre territoire. C'est ce qui nous permet de nous relier justement à ce que je vous parle depuis tout à l'heure, à tout ce qui est tellurique. Donc, toc, 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 toc.
Alors, est-ce que je vais le retrouver? Parce qu'il y a plein de trucs. Ah oui, c'était en direct. Alors, donc la vidéo c'est Qualion, le portail des phénomènes surnaturels avec Brassi Belovac, voilà, qui a écrit justement son livre là-dessus, sur le Qualion. Donc lorsque vous verrez ce live, vous allez comprendre de quoi je parle. C'est que grosso modo, ce qu'il explique, hein, c'est très bien expliqué, c'est qu'il y a des endroits où on a des croisements de courants telluriques. Et ça, les courants telluriques, on a beau dire ce qu'on veut, c'est obligé, vu que la Terre est vivante, vu que la Terre est un organisme vivant, il a besoin de vaisseaux sanguins, il a besoin d'artères, il a besoin d'énergie. Il vit, il y a un rythme. Et donc, les courants telluriques, ça fait partie, c'est un peu comme le système nerveux de la planète Terre, et ça permet de connecter des points les uns avec les autres, et d'avoir accès à de l'information, à de l'énergie, à quelque chose euh, qui, qui est de l'ordre d'une sorte de courant électrique, en plus d'être autre chose. Parce qu'en fait, ce qu'il explique justement dans Qualion, c'est qu'en fait, il y a un lien. Il y a un lien très étroit, très bizarre entre l'énergie électrique, électromagnétique et donc le magnétisme et les phénomènes surnaturels, les zones importantes sur lesquelles on va construire des églises, des monuments bien précis qui vont servir comme de charge, de condensateur, ou peut-être plutôt de connecteur, un peu comme sur un circuit imprimé où on va connecter à des points précis, parce qu'on a un condensateur qui va augmenter notre tension ou l'intensité, etc. Bref, allez voir le live Qualion, donc ça s'écrit K-O-I-L-O-N, Qualon, mais il dit Qualion, je crois. Donc ça, alors par contre, le truc un peu bizarre, c'est que lui, après, il fait le lien, il explique que ça vient de la théosophie. Bon, la théosophie, Blavatsky, il y a un peu à boire et à manger, c'est... Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, c'est trop biscornu pour moi, c'est trop flou aussi, mais bref, il explique un petit peu d'où vient ce nom, mais en tout cas, ce qu'il explique et les phénomènes qu'il a pu analyser prouve qu'il y a bien des zones dans lesquelles on a des apparitions, dans lesquelles il y a des choses à l'intérieur des montagnes, comme il explique justement un gars qui avait disparu pendant, je crois, 3 jours. Il y a des centaines de personnes qui se sont mis à sa recherche. Personne ne l'a trouvé. En fait, il expliquait il s'est comme téléporté dans la montagne, dans laquelle il a il a vu des choses. Je ne vais pas vous spoiler, c'est très intéressant. Mais c'est vraiment, pour moi, ça rentre en résonance avec, avec ce que décrit Sylvain Durif et ce que décrivent d'autres personnes, notamment par rapport au Bugarache ou à d'autres endroits. Et on comprend aussi, lorsqu'on parle de vaisseau, que dans le milieu faux, en fait, alors il y a plein de catégories différentes, mais que les vrais, ce que j'appelle moi les vrais ovnis, ceux qui sont vraiment inclassables, c'est comme s'ils arrivaient à se matérialiser sans vraiment l'être. En tout cas, ils se matérialisent tout en n'étant pas vraiment dans le domaine du physique. En tout cas, ils ne répondent pas aux mêmes lois que nous. Et, et on va pouvoir les retrouver dans le milieu plutôt, on va dire, astral. Pas forcément les ovnis, mais plutôt peut-être ceux qui les créent ou qui les contrôlent, selon comment on voit ce qu'est un ovni. Et peut-être, est-ce que c'est un organisme vivant? Est-ce que c'est juste une machine? Est-ce que c'est un vaisseau piloté? Est-ce que c'est un drone piloté à distance? On ne sait pas trop. Mais en tout cas, on comprend que les vaisseaux, le domaine UFO, ça a un lien avec le domaine spirituel. Bizarrement, c'est lié et ça a ses raisons. Et je vous avais déjà un peu parlé de ce que nous on peut retrouver dans nos traditions au niveau de la Bible. Bah, vous prenez Ézéchiel, Ézéchiel 1 et vous allez voir, vous allez halluciner, hein. Lorsque vous avez la grille de lecture UFO, vous allez vous dire, ah ouais, en fait, il y a carrément une soucoupe volante qui les a survolés avec une rencontre du troisième type. C'est littéralement ce qui se passe dans Ézéchiel. Sauf que c'est décrit avec des mots de l'époque. Il y a des termes techniques qu'ils n'ont pas, donc ils le décrivent avec des choses, des objets qu'ils connaissent, mais voilà quoi. Ça n'en reste pas moins une apparition.
Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je voulais vraiment vous partager ça parce que euh, c'est ressorti là récemment et je me suis dit, waouh, en fait, c'est pas si fou que ça. Même si Sylvain Durif reste un personnage très farfelu, je pense que les choses dont il parle, bah, si on s'intéresse vraiment à ces sujets, on se rend compte que effectivement, bah, c'est plutôt cohérent en fait. C'est plutôt cohérent, sauf que je pense il est un peu parti en cacahuète. Surtout qu'après, il a profité de sa notoriété pour se faire de l'argent, etc. Mais mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, c'était tout pour mon petit témoignage. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et bah, si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai fait un petit Tipeee. Alors, c'est pas grand-chose, mais ça me permet bah, d'acheter par exemple des bouquins, de pouvoir peut-être un jour bah, voyager dans différents lieux. J'aimerais bien visiter des cathédrales. J'aimerais bien un jour retourner en Égypte pour étudier un petit peu tout ça. Parce qu'il y a plein de choses à étudier là-bas. Moi, c'est un truc qui m'a toujours passionné et je veux y retourner. Enfin bref, voilà. Soutenez la chaîne. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Salut.